Bonjour. Aujourd'hui, notre invité est ce qu'on appellerait une anthologie du jazz. Voilà des années que sa troisième oreille permet à des auditeurs de découvrir des perles sonores extrêmement rares. Mais notre invité du jour fait aussi partie de ces gens qui ne peuvent se satisfaire d'une seule occupation. On le découvrira aussi gastronome éclairé, poète, écrivain inspiré et d'autres choses peut-être qui se révéleront au cours de cette émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Danval. Marc, bonjour. Bonjour Dominique. Merci de nous rejoindre. Alors j'avais envie de commencer ce petit entretien avec une citation de l'immense Stéphane Grappelli qui a dit un jour « Le jazz, c'est ce qui nous permet d'échapper à la vie quotidienne ». Alors est-ce que vous avez l'impression que durant toutes ces années, vous avez essayé d'échapper à la vie quotidienne? Mais oui, et j'y ai réussi, je crois, parce que j'ai eu une très grande chance, c'est de faire toujours ou presque, parce que ne rêvons pas, ce que j'avais envie de faire et en toute liberté. Et dès que ma liberté était entravée, ben, les ennuis commençaient, je m'en allais, ou voilà. Mais enfin bon, j'ai tenu le coup quand même. Alors, toute une vie, toute une carrière consacrée au jazz, mais on va remonter le temps. On va essayer de retrouver le Marc Danval en culotte courte. Oui. Et alors, très étonnamment, on se rend compte que finalement, la musique est quelque chose de naturel dès le départ, avec un père pianiste et compositeur, et un grand-père aussi compositeur. Oui, tous les deux. José Sévenant, Sévenant c'est mon vrai nom, et Fernand, mon père, était pianiste-compositeur, tous les deux professeurs conservatoires, donc je suis né entre deux pianos, et ça a dû me travailler quelque part. Et puis il y a eu, mon grand-père était ouvert à tout, mon père moins, donc j'ai très tôt aimé le jazz. J'avais 9 ans quand j'ai commencé à aimer le jazz, par hasard d'ailleurs, en écoutant un disque de Stan Brenders, et j'ai appris après qu'il avait été un des meilleurs élèves de mon grand-père, ce qui m'avait touché. J'avais trouvé une photo dédicacée dans les archives de la famille, et alors cette réaction que j'ai eue n'était pas du... On me dit toujours, oui, tu étais avec deux classiques, alors tu as voulu réagir, tu as fait du jazz, j'ai fait un petit orchestre amateur, et bon. Et j'ai dit non, pas du tout, c'est parce que j'ai aimé ça d'emblée, et puis voilà. Alors 9 ans, c'est quand même tôt. Comment est-ce que les camarades d'école réagissent par rapport à ça? Mais ça les intriguait parce que, en plus, j'avais déjà la manie de communiquer mes passions à mes copains, ce que j'ai fait à l'école. Alors, je faisais des séances d'audition de disques parce que j'avais réussi à ce que un prof qui aimait bien le jazz amène ses disques, parce que moi, j'en avais pas. Enfin, j'en avais 2, 3, quoi. Et puis après, j'en ai eu des milliers. Mais donc j'ai voulu communiquer ça. Et puis j'ai commencé, mais là j'avais quand même 15-16 ans, à écrire des articles dans les journaux estudiantins, évidemment, pas des grands supports. Mais paradoxalement, pas d'instrument de musique en main, pas de piano, rien. Si, piano, oui, Oui. oui, 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 je joue du piano. Mais il y a quand même un phénomène un peu inquiétant, c'est que il paraît que j'étais très étonnant à 12 ans, que c'était merveilleux, enfin pour cet âge. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'à 76 ans, je joue toujours de la même façon. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas fait une carrière de pianiste brillant. Alors, On croyait que je serais, mais bon. alors c'est vrai que vous commencez tôt dans le jazz, et Oui. d'abord c'est des articles, c'est ça. Vous avez envie finalement de rencontrer des gens, d'expliquer. Oui. Et puis j'allais au concert très jeune. Ma mère me conduisait au Palais des Beaux-Arts, et puis je lui ai demandé de me laisser place royale pour que les copains ne voient pas que ma mère me conduisait au concert. Et puis j'ai été à tous ces concerts. Et après, je suis devenu très ami avec des grands du jazz. Alors moi je voudrais savoir l'étudiant. Il était comment l'étudiant? Vous étiez bon élève, vous saviez ce que vous aviez envie de faire ou pas Oui, je savais ce que j'avais envie de faire, mais non, j'étais pas un bon élève du tout. J'ai été flanqué à la porte de 3-4 Athénées, donc après ça, il a fallu me mettre en pension, et puis
bon, j'ai tenu le coup quand même quelques années à Morlan-Louis. Et puis après, j'ai été flanqué à la porte parce qu'on m'avait trouvé dans la cour des filles. Il y avait un lycée à côté. Vexation, maintenant c'est mixte. Hein, tu vois, bon. Et puis on m'a donné, pour être débarrassé de moi, mon diplôme d'humanité à Thoin. Voilà. Et alors, vous saviez à ce moment-là ce que vous aviez envie de faire ou pas? Oui, j'avais envie de faire du théâtre. Ce que j'ai fait. Voilà, alors bon, ça c'est peut-être une carrière qu'on connaît un peu moins de Marc Oui, Dorval. oui, c'est vrai. C'est cette carrière Mais ça fait théâtrale. loin aussi. Ben oui, mais voilà, alors qu'est-ce qui vous avait donné envie de faire du théâtre? Parce que là, on se serait dit, il se serait dirigé naturellement vers la musique, effectivement. Alors, Oui, pourquoi mais le théâtre? parallèlement, hein, je continuais, mais le théâtre, c'est en voyant au cinéma des grands comédiens et tout, je me dis, tiens, j'ai envie pas de faire la même chose qu'eux, mais surtout, j'ai eu une révélation extraordinaire en voyant Sacha Guitry, que j'avais bien connaître par la suite, ce dont je me doutais absolument pas. Et puis j'ai commencé à jouer des petits rôles au théâtre du Parc. Et là, je ne vais pas dire son nom, quoique c'était un type très bien, mais il était rond du matin au soir. Et dans une des crises d'éthylisme, il m'a dit, voilà, je vous engage à l'année, ce qui était providentiel pour un gamin. Mais je dis, écoutez, vous avez une idée derrière la tête, c'est pour jouer quoi? Il dit, pour jouer Mozart de Sacha Guitry. Je dis, mais c'est impossible. J'étais trop grand. Bon, j'avais pas le physique de l'emploi, d'une part. Et d'autre part, c'était un rôle chanté, je ne chantais pas. Alors il me dit, aucune importance, vous serez doublé par Jory Boué, qui était une immense, qui est toujours d'ailleurs, une immense cantatrice de l'Opéra de Paris. Je lui dis, je vais être ridicule, ça n'est pas possible. Il s'est entêté, j'ai signé le contrat. Et comme il s'est aperçu que ça n'était... J'ai même pas répété. Il a très bien compris qu'il avait fait une bévue monumentale, mais moi j'avais mon contrat. Donc j'ai connu beaucoup de grands comédiens parce qu'il m'emmenait avec lui à Paris. Il a dit, tiens, tu vas voir à la Comédie Française, on va voir Marie Marquet, qui est devenue une grande amie par après. Et tout ça, donc d'emblée, j'ai connu de très grands comédiens grâce à lui. Une carrière théâtrale qui ne restera pas marquante dans votre carrière à vous. Ça a été finalement quelques années... C'était un très bon souvenir. Et puis je suis, ces dernières années, quand même, j'ai fait le festival de Spa, avec des spectacles que j'écrivais. Pour des questions de mémoire, je me dis, si jamais j'ai un trou, comme c'est de moi, je peux raconter n'importe quoi, tout ira bien. Et oui, j'ai adapté des bouquins que j'avais faits, c'est tout. Oui. Alors, le jazz, on en revient à ça. Il y a la période de la première émission radio que vous avez faite. Alors, c'était à Flagey, bien sûr, c'était encore l'INR. Et là, c'est une émission de dédicace. Oui, ça s'appelait, c'était pas une émission intellectuelle, ça s'appelait La demi-heure du soldat. Donc j'échappais enfin, j'avais quand même fait un peu de 3 mois dans l'artillerie, ce qu'on appelle l'instruction, ce qui est assez comique. Et puis j'ai fait l'émission pour les troupes. Et là, sans rien demander à personne, j'ai fait le lundi une émission qui s'appelait Jazz pour les troupes. Et qui marchait pas mal, jusqu'au jour où j'ai été appelé chez le commandant et on dit, comment vous avez fait ça sans demander la permission à votre adjudant? Je lui ai dit, ben non. Et j'ai fait 3 jours de prison, ce qui était extraordinaire, parce que j'aimais le jazz et que j'en passais, donc j'ai fait de la prison. Mais c'était pas très, très dramatique parce que l'émission devait continuer. Donc la military police voulait me chercher en jeep à la prison et alors, il me disait, tu pourrais pas me faire une dédicace pour ma petite amie? Ah, j'ai dit oui, mais alors, c'est un paquet de cigarettes. Et moi, oui, ben, tu me fileras une mignonnette de whisky. Donc, je rentrais avec de quoi fumer et boire au cachot. 3 jours, mon Dieu. Oui, ça reste un souvenir maintenant. Ah oui, Voilà. amusant d'ailleurs. Oui. Alors, voilà, c'est première expérience radio, c'est ça? C'est donc cette émission-là? Oui. Et puis j'avais après, déjà fait des feuilletons dramatiques. mais en tant que comédien, c'était pas vraiment animateur. Alors, ah non, pas du tout. Voilà. Non. Alors voilà, c'est un début de carrière à la radio, et c'est vrai que la radio, ça va devenir quelque chose de très important pour vous au fil du temps. Oui. Pas seulement comme animateur, mais bon, vous avez aussi un travail de journaliste. Comment est-ce que tout arrive à s'engranger? J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait envie de toucher un peu à tout finalement, même si le fil rouge, c'est le jazz.
C'est vrai. Et puis bon, quand on m'a demandé j'ai toujours fait de la radio depuis lors, donc j'étais à Radio Luxembourg pendant quelques années. Puis j'ai été viré, et puis bon, la RTB m'a repris, et puis je me suis enguirlandé avec un des directeurs, ce qui m'arrive souvent. Enfin, ça m'est plus arrivé depuis 30 ans. Ça m'inquiète. et, euh, et alors, oui, j'ai cette manie d'être fouineur et touche à tout, c'est vrai. Et donc, les gens me disent, mais enfin, il a 100 ans, c'est pas possible pour raconter tout ça. Mais j'ai amassé une documentation monumentale. Et des rencontres extraordinaires. Alors, vous parliez de Radio Luxembourg, devenu plus tard RTL. Là, c'est l'interview que certains journalistes rêveraient de faire peut-être aujourd'hui, Salvador Dali. Ah, Salvador Dali. Et ça ne devait pas être triste comme interview. Non, non, ben, elle est sur Internet d'ailleurs. Et oui, Dali, j'avais 20 ans. Alors, il y a le chef de l'info qui dit, écoute, il n'y a personne dans la maison qui peut faire, tu vas aller voir Dali à l'hôtel Meurice. Oh, bon, d'accord, j'étais content, mais quand même, hein, Dali, c'était pas... Bon. Alors, ce que je ne ferai plus maintenant, je lui dis, maître, est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez que je vous pose? C'est ridicule, hein, bon, enfin... Mais débutant, première grande interview. Et Dali me dit, j'aimerais que l'on me parle du paix. J'étais vert, évidemment. J'ai dit, oh là là. Y a-t-il une autre question? Nous pourrions aborder les problèmes de mon impuissance notoire. C'était encore pire. Mais enfin, je l'ai fait quand même. Oui. Et ça reste finalement aujourd'hui un document extraordinaire. Oui, puisque, oui. Finalement, vous produisez souvent des documents des autres qui sont extraordinaires, mais dans l'histoire du journalisme, votre interview de Dali, c'est un document... Oui, il paraît. Oui, voilà. oui. Alors, d'autres gens que vous allez rencontrer sur votre route, bien entendu, puisque le jazz vous amène à croiser finalement les plus grands. Je pense que vous avez rencontré Louis Armstrong, notamment. Mais Louis Armstrong, là, j'ai même déjeuné avec lui. Et j'avais un voisin que j'aimais beaucoup, qui était Robert Goffin. J'ai d'ailleurs fait un bouquin sur lui, et qui a été le premier homme au monde à écrire sur le jazz. Et Goffin avait une manière d'aborder les gens au téléphone très brève. Et un jour, il me téléphone et me dit, viens déjeuner à la maison avec quelqu'un que tu aimes bien. Paf, il raccroche. Je dis, bon, heureusement, j'étais libre. Heureusement. J'avais pas loin à aller, je montais la rue, deuxième à gauche, j'étais chez lui. On était presque voisins. Et en ouvrant la porte, j'ai entendu une voix reconnaissable entre mille, Louis Armstrong. Et bon, alors j'étais sidéré de me retrouver devant ce monument. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que, me voyant arriver, Armstrong s'est levé, m'a serré la main et m'a dit Louis Armstrong, New Orleans, Louisiana. Je dis oui, quand même. Les Américains se présentent comme ça. Hein. J'étais très épaté. Alors je me dis, tiens, je vais pouvoir lui poser des questions, il va me dire des trucs fabuleux. Or, pendant tout le repas, il n'a fait que parler de ses pilules purgatives. et en plus, il nous en offrait. Et il regardait bien si on les prenait, donc on calait ça derrière une molaire, lâchement, pensez. Alors, on l'a dit, hein, des personnalités étonnantes que vous avez rencontrées. Il y a une rencontre, je crois, qui vous a quand même aussi marqué, c'était celle avec Boris Vian. Parce que vous étiez admirateur de Boris. Tout à fait. Puis, à une époque où personne ne le connaissait. Hein. Voilà, et donc vous êtes tombé dessus par hasard, pratiquement. Mais c'est-à-dire que l'œuvre de Boris Vian, il y avait un bouquiniste au Sablon, je connaissais Boris Vian, je n'avais pas encore rencontré à ce moment-là. Et je lisais ses chroniques de revues de presse dans la revue Jazzot, et ça m'amusait beaucoup, je trouvais ça très brillant, amusant. Bon. Et un jour, chez un bouquiniste, je trouve coup sur coup, l'écume des jours, l'arrache-cœur et l'automne à Pékin, pour une somme dérisoire. Je dis, tiens, il écrit. et j'ai lu ça, ça m'a emballé. Et alors un jour, par hasard, dans un bar de Saint-Germain qui s'appelait La Reine Blanche, je l'ai vu, je l'ai reconnu, j'ai dit, j'ai quand même envie de l'aborder, je l'ai fait. Et il était très, très, très gentil, mais je lui ai dit, vous savez, j'ai lu vos livres et j'ai l'impression que, c'était prémonitoire, que vous allez être un des grands auteurs du XXe siècle. Et alors, il m'a regardé les yeux écarquillés et il a dit au patron, Monsieur Léon, voulez-vous
appeler une ambulance pour ce jeune homme qui me paraît pris d'une folie douce. Mais dans le fond, il avait été très content, il me l'a dit après, ça. Mais bon. Alors, tous ces personnages, parmi tous ceux que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y en a un qui vraiment vous a marqué, peut-être plus humainement parlant, au-delà de sa notoriété ou au-delà de son talent? Est-ce qu'il y a une personne qui vous a vraiment marqué? Sacha Guitry. Sacha Guitry. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que je me suis retrouvé, il m'a reçu une heure chez lui. Et je me suis retrouvé devant le contraire de la légende qui lui collait à la peau, c'est-à-dire un homme d'une gentillesse confondante et extrêmement drôle. Évidemment, il avait un masque d'empereur romain, une voix extraordinaire, mais par moments, il avait l'air d'un collégien qui s'amusait, ce qu'il faisait toute la journée d'ailleurs, avec des mots vraiment très drôles. Et même quand j'étais là, il y a son secrétaire qui dit « Maître, il y a monsieur Adam qui voudrait voir... » Je ne vais pas laisser attendre le premier venu, enfin bon, des choses comme ça. Et puis quand je suis parti, j'étais quand même très émotionné et heureux de l'avoir vu. Et j'ai trébuché dans l'escalier et il était derrière moi, ce que je ne savais pas, et j'ai entendu « Ce n'est rien, vous l'avez quand même très bien descendu. » Oui, donc un personnage qui... D'ailleurs, vous avez écrit sa première biographie, je crois. Oui, la première biographie, c'est moi qui l'ai faite, oui. Qui a été bien plagiée depuis lors, mais c'est réconfortant. Il vaut mieux ça que le contraire, quand même. Oui. Alors, c'est vrai que c'est votre plume aussi, finalement, qui vous a fait connaître. Une plume qui a donc parlé de Sacha Guitry. Une plume qui récemment a parlé de Toots Thielemans. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au moment où c'est sorti, on s'est dit, mais comment personne n'a jamais pensé avant de faire un livre sur Toots? Mais en même temps, on se dit, interviewer Toots, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout parce que Toots c'est un personnage qui n'est pas du tout secret, mais il est difficile d'avoir une conversation suivie avec lui et il s'exprime comme s'exprimait Django Reinhardt. Vous disiez à Django, que j'ai bien connu, vous disiez, tiens, tu fais... Avec Django, j'étais au-dessus à toi. Et avec Toots aussi, mais pas avec Sacha. Et on disait à Django, il paraît que tu peins, tu vas faire des expositions de peinture. Oui. Et quand? Bientôt. Alors, bravo l'interview, hein, c'était pas facile. Et Toots, c'est à peu près la même chose aussi, effectivement. Exactement. Voilà, Oui. Donc il fallait grappiller dans tous mes documents, etc. Alors justement, hein, ces documents, voilà, finalement, au fil du temps, vous avez accumulé, parce que vous aviez une collectionnite aiguë, on peut le dire, par rapport au jazz. C'est incurable, mon cher. Vous avez accumulé mais des tonnes de documents, autant des disques, des livres, des photos, des affiches. Oui, des partitions aussi. C'est vraiment la collectionnite aiguë qui vous a guidé toute la vie, là. Toute la vie, oui. Vous avez mis une fortune là-dedans, non? Non, parce que j'ai un flair pour dégoter. Et puis, par exemple, les partitions, j'ai été un des premiers à savoir que Magritte en avait fait. Et bon, des choses pareilles. Donc, j'ai 2000 partitions. Enfin, je les ai plus parce que je les ai données à la Bibliothèque royale, comme beaucoup de choses, beaucoup de disques. Le jour où j'ai décidé de déménager, donc il y a 2 camions qui sont partis avec... et alors... On a même fait un film à la télévision là-dessus. Les gens étaient très étonnés en disant « Pourquoi il fait ça de son vivant? Il est en bonne santé. » Je dis « Oui, je ne me plains pas, mais je prends l'avion, il tombe. Et alors, qui va s'occuper de tout ça ?» Ça a toujours été ma hantise, ça. Ce qu'allait devenir mes disques. D'ailleurs, quand je partais en vacances, je dis « Pourvu, non pas qu'on les vole, les voleurs sont trop cons pour voler des belles choses, mais... taguer ou détruire, ça ils aiment bien. Alors oui, bon, aujourd'hui, vous avez toujours votre émission, La Troisième Oreille, que vous nourrissez avec des documents. Alors ces documents, vous les avez d'où maintenant, si vous avez... Mais écoutez, dès l'instant où une grosse partie est partie à la Royale, j'ai recommencé une collection, aussi bien de partitions, de photos, de bouquins que de... Donc j'ai un immense garage qui est rayonné, plus l'appartement aussi, et donc ça commence à... C'est rédhibitoire, hein, vous ne vous en sortirez pas. Hein. Mais je ne tiens pas à m'en sortir, parce que ce qu'il y a de merveilleux dans les collections, c'est qu'on n'a jamais tout. Si on dit j'ai tout, c'est pas gai. On ne peut plus rien retrouver, rechercher, tel bouquin, introuvable, la plaquette, la première plaquette d'un grand poète.
Formidable. Ce qui est étonnant, c'est que cette émission, La Troisième Oreille, ça fait maintenant des années qu'elle existe. Oui. Et on a l'impression aussi que le public donc se renouvelle, que vous touchez de nouvelles générations. Mais ce qui me fait... Oui, il y a 25 ans que ça dure. Mais ce qui me fait vraiment plaisir, ce sont des jeunes qui ont accroché, ce qui n'était pas le cas au départ. Hein. C'était un public assez âgé. Et les jeunes, quand je dis jeunes, ça veut dire 16, 17, 18. 40, oui, c'est jeune, très. Mais vraiment des gamins. Alors il y en a qui m'enguirlandent en disant, tiens, vous ne passez jamais rien d'avant la guerre 14. Ce qui est vrai d'ailleurs. J'ai dit oui, mais la qualité d'enregistrement. Et puis les trucs n'avaient pas d'intérêt. Hein. Solo de piston, les pilules de Gros Collard, c'est bien gentil. Monologue comique. Mais il y a très peu de bonnes choses avant. À part Bruant, oui, c'est vrai. Et Yvette Guilbert. On m'a dit que au-delà des années 60, la musique, ça vous intéresse plus trop. Hein. Mais non, mais ça veut dire que si en jazz, oui. J'aime tout le jazz depuis la fin du 19e jusqu'à nos jours. Mais dans la variété, le musical, c'est ça que j'aime. C'est le musical. Et ça s'est arrêté en 60, le musical. Il y a eu la période yéyé et tout. Hein, et alors, bon, il y a plus ces grands bons hommes de la chanson comme Gainsbourg, comme Brassens, comme Trenet, voilà. Bruxelles, terre de musical aussi, terre de salles de spectacle pendant des années. Formidable, ce qu'on ne sait pas. Et quand j'aurai fini mon histoire du jazz en Belgique, je vais faire d'ailleurs un dictionnaire de 1900 à 1950 de tous les gens qui ont enregistré des centaines de disques et qu'on ne connaît pas. On m'a demandé ça. Alors, je vois, hein, vous avez encore plein de projets, effectivement. Oui. Mais où est-ce que vous trouvez cette énergie? Parce que, bon, voilà, vous êtes ce qu'on appelle un septuagénaire en super forme. Oui. Mais c'est quoi? C'est le jazz qui vous donne votre énergie? Comment vous trouvez ça? C'est bien possible. Je crois que je suis un être passionné et que c'est ça qui me permet de... Parce qu'il faut pas dissimuler les choses. J'ai fait dans ma vie beaucoup d'excès. Je devrais être un vieux monsieur qui mange avec une canne, avec des rides et les yeux qui larmoient et un peu tremblotants. C'est pas le cas. Bon, je suis pas né à Lourdes pourtant, mais il y a un peu de ça quand même. Et en plus, gastronome éclairé, hein, oui, on l'a dit, puisque vous avez fait de la critique gastronomique, mais ça veut dire aussi une vie souvent dans les restaurants. Ah oui. C'est peut-être pas l'idéal non plus pour la santé. Non, mais j'aime ça, c'est vrai aussi. Quand vous regardez dans le rétroviseur de la vie, comme on dit aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez votre vie et votre carrière? Comment est-ce que vous la jugez? Ben, j'ai essayé de faire quelque chose d'à la fois beau, insolite et original. Je ne sais pas si j'ai réussi. C'est pas à moi de le dire, c'est aux autres. Mais je crois que j'ai bien choisi mes passions. Il y a des passions qui sont venues sur le tard, comme Rimbaud, par exemple. On m'a demandé de collaborer à un dictionnaire Rimbaud. Ce que j'ai fait, ça va paraître, je crois, au début de l'année prochaine. Et bon, ça me prend énormément de temps. Donc, je suis constamment sollicité. Et je ne demande que ça. Hein. J'ai une vie de fou, mais je ne me plains pas, je l'ai cherché. Alors, si je devais me lever à 9 h du matin et prendre mon petit déjeuner, aller déjà faire une sieste et tout ça, ben, je meurs directement. Alors, c'est vrai que vous aurez marqué l'histoire du jazz, puisque vous avez écrit sur tous ces gens, et le jazz vous doit beaucoup. Et si demain, on vous proposait de faire une statue de Marc Danval, est-ce que vous accepteriez? Je trouverais ça un peu beaucoup, hein. Non, je ne sais pas. Le jazz, tous les jazzmen aujourd'hui pourraient vous être reconnaissants, finalement. Oui, mais enfin, c'est peut-être un peu le monument. Non, je trouverais ça un peu ridicule, quand même. Des regrets? Des choses que vous auriez voulu faire? Que vous oui, pas... oui, on a toujours des regrets quand on est un glouton de la culture comme je suis. Je regrette de ne pas avoir poursuivi le piano parce que finalement j'ai appris d'oreille, j'ai jamais su lire la musique et par paresse sans doute à l'époque, et les paresseux deviennent des grands travailleurs, hein, la preuve. Et puis j'aurais voulu avoir un big band aussi et jouer de l'orgue, tout ça je l'ai pas fait. Ça, ce sont des regrets, mais enfin bon, on peut pas tout
peut On ne peut pas tout faire non plus. Non, Voilà. non. De toute façon, vous avez des journées bien remplies. Ah oui, ça, oui. Ça, oui. c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez beaucoup d'activités et on ne peut pas toutes les citer à l'antenne, mais c'est vrai que vous en avez beaucoup et que vous écrivez encore. Donc, on aura sûrement l'occasion de se retrouver pour une Mais actualité. j'espère, oui. En tout cas, Oui. merci Marc de nous avoir accordé ce petit moment d'entretien. Et puis, j'espère qu'on aura appris un petit peu mieux vous connaître et peut-être cette petite part d'ombre parfois qu'on ne connaît pas toujours chez les hommes publics. Merci à vous et puis bonne continuation. Merci Dominique.